Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI1 pour votre émission de référence, le Club de la Presse, l'espace de débat, d'analyse et du décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. Ce soir, deux sujets dominent l'actualité et alimentent les discussions dans les états-majors politiques, dans les rédactions, mais aussi dans l'opinion publique. Alors que la Côte d'Ivoire se rapproche des grandes échéances électorales, plusieurs signaux politiques relancent les spéculations autour d'un éventuel rapprochement entre le PDCI-RDA et le RHDP, entre appel au dialogue, recomposition de la scène politique, fracture au sein de l'opposition et l'héritage de l'oufouettisme. Faut-il croire à un retour du vieux couple politique qui a gouverné ensemble après 2010 ? Qui gagnerait à cette alliance et surtout est-elle réellement possible dans un contexte actuel marqué par des ambitions présidentielles et rivalités politiques ? Et ce coup de tonnerre à Dakar, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a officiellement mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu'à celles de l'ensemble du gouvernement après plusieurs mois de tensions entre les deux hommes. Que s'est-il réellement passé entre les deux anciens alliés du parti, le PASTEF ? Quel impact sur la stabilité du Sénégal et sur l'avenir politique d'Ousmane Sonko ? L'Afrique de l'Ouest doit-elle s'inquiéter d'une nouvelle zone de turbulence démocratique ? Pour en débattre ce soir, je reçois tout d'abord Bledson Mathieu, journaliste et secrétaire général de rédaction à Fraternité Matin. Bledson Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Sylvain Guédé-Debaï, vous êtes journaliste, éditorialiste et chroniqueur d'envergure internationale. Bonsoir. Bonsoir, jeune frère Ahmed. Heureux de vous compter parmi nous. Merci. Michel Betta, vous êtes journaliste et directeur général du quotidien Le Bélier. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et juste en face de vous, on a Lanciné Bakayoko qui est journaliste à la rédaction de RTI1 et chef du service économie. Bonsoir Lanciné Bakayoko. Bonsoir Ahmed. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Plaisir de partager. D'accord. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, le générique. Retour sur le plateau du Club de la Presse. Si vous nous rejoignez maintenant, nous entamons les différents sujets que nous avons annoncés durant cette introduction. Mais bien avant, nous allons partir au Bénin où Romuald Wadani tient désormais les rênes du pays. Officiellement investi chef d'État ce dimanche 24 mai, il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreuses figures politiques, de nombreuses figures qui figurent sur la scène béninoise, mais aussi à l'étranger, ainsi qu'une quinzaine de délégations étrangères dont les représentants des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Messieurs, votre commentaire sur cette investiture, Sylvain Guédé-Debaï, pour commencer. Je pense que le Bénin ne cessera pas de nous servir d'exemple. Une démocratie assez tranquille, même si quelques mois avant l'élection, il y a eu quelques soubresauts. Avec cette tentative de coup d'État déjouée. Tentative de coup d'État. Mais aujourd'hui, c'est le Bénin qui remonte à la surface avec une élection apaisée et qui se termine aujourd'hui par une investiture. Un jeune président qui arrive, je pense qu'il a beaucoup de défis à relever. Le Bénin est sur une pente, je dirais, ascendante dans son processus de construction et de développement. Je pense qu'il va continuer sur les sillons tracés par son prédécesseur Patrice Talon. Il est assez jeune, il est bien coté à l'international puisque c'est quelqu'un qui a fait les grands pays occidentaux, les États-Unis. Les classes professionnelles à l'extérieur. Donc il a tous les moyens politiques et diplomatiques pour pouvoir réussir une carrière. Seulement, ce qu'on va peut-être demander, c'est vraiment de faire cette ouverture-là qui puisse permettre au Bénin de revenir, en tout cas dans sa démocratie originelle, avec des pouvoirs pour l'exécutif, mais surtout qu'on trouve une place quand même à l'opposition, parce qu'au moment où il arrive, l'opposition est affaiblie du fait du système qui a été mis en place, mais du fait aussi de la répression qui a frappé certains opposants, dont certains restent encore en prison.
je crois qu'il doit avoir la main ouverte pour que le Bénin reprenne sa marche. Vous aimeriez que ça fasse partie de ces grands dossiers sur la table dès ces premières actions. Tout à fait. Alors, Blackson Mathieu, est-ce que être un très bon ministre dans le gouvernement Patrice Talon, jusqu'à être choisi comme candidat, fait de nous un bon président? Non, pas forcément. C'est vrai qu'il a beaucoup d'avantages, Sylvain l'a énuméré. Il était aussi l'un des artisans majeurs du succès de Talon. Bon, maintenant, quand tu es au devant, c'est beaucoup plus politique. C'est moins technocrate, mais il faut aussi de la politique et on verra bien comment il va tenir le pays parce qu'il y a quand même une opposition, il y a des aspirations de l'opposition, il y a la menace djihadiste comme tous les pays du Golfe au nord. Mais il a dû bien apprendre auprès du président Patrice Talon. Oui, mais quand tu es devant, c'est un peu plus différent. Et puis il y a le bloc. Le bloc quand même que Talon lui a laissé, qui lui a permis d'être élu facilement, qu'il va falloir maintenir la cohésion en interne. Il y a beaucoup d'enjeux, Mais il part avec beaucoup d'avantages parce que côté développement, il a beaucoup d'atouts là-dedans. Il a été vraiment pratiquement le second de Talon dans ce domaine-là. Très bien. Michel Betta, votre Il commentaire? faut saluer d'abord son investiture après son élection. Ça se passe dans un climat visiblement très apaisé, au point qu'on n'entend pas de voix discordantes après son investiture, des voix contestataires, mais on connaît les défis qui sont les siens, notamment au niveau économique, qui doit poursuivre. Les grands chantiers qu'avait entamé déjà Talon doivent être poursuivis. Et encore, moi, un des volets qui est important, c'est le volet sécuritaire. Vous voyez, avec les pays de l'AES qui sont souvent sujets à des attaques terroristes, djihadistes. Le Bénin qui a fermé sa frontière avec le Niger, il faut rouvrir cette frontière-là et laisser passer tous les produits du Niger. Donc je veux dire, il a plusieurs défis à relever et pensons-nous qu'il pourra être à la hauteur, mais il part aussi avec, moi je dis, un léger handicap du fait qu'on le voit toujours en continuité des talons. Donc là aussi, les divergences que Talon a installées au sein de l'opposition et puis le coup d'État qui est venu avant les élections peut vraiment freiner quelque peu sa marche démocratique. Et là, il a des défis à relever. D'accord. Nancini Bakayoko. Je crois que le fait qu'il ait été désigné par Patrice Talon ne devrait pas constituer son talon d'Achille. Parce que je pense qu'il a beaucoup appris. Et puis bon, c'est un technocrate un peu dans le sillage d'une personnalité comme Alassane Ouattara, et il a fréquenté les institutions internationales. Et donc, il a quand même le profil de l'emploi. Et puis, j'allais dire qu'il est quand même l'artisan de la réussite du Bénin, puisqu'il était l'orfèvre en matière de gestion financière. Tout le monde sait que le Bénin était traversé soit par la gabégie, soit par la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. Et donc, lui, il est venu assainir les finances publiques. Il a été un très bon collaborateur de Patrice Talon. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été désigné pour succéder à Patrice Talon. Mais la principale leçon que moi je retiens, c'est la présence, si vous voulez, des chefs d'État, des précédents chefs d'État. Vous savez, malgré l'animosité qui a existé entre Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi, malgré tout cela, Boni Yayi était présent à l'investiture aujourd'hui. Et même chose pour Nussoufou Assoglo qui était là. Et là, cela devrait interpeller les dirigeants ivoiriens, notamment la classe politique ivoirienne, qui boudent généralement les investitures des présidents de la République. Vous savez, Alassane Ouattara a été élu en 2015, en 2020, en 2025, et les dirigeants politiques, les leaders de l'opposition, même les anciens présidents, n'ont pas daigné faire le déplacement pour l'investiture. Je crois que ça, c'est la grande leçon qu'on devrait tirer. Le Bénin nous montre la voie de la démocratie, et cela devrait conforter non seulement l'option prise par le Bénin, mais ça devrait être consolidé aussi par... et l'exemple devait être pris par les autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. C'est bien compris. Alors, nous entrons dans le vif de nos différents sujets annoncés en introduction. Le débat politique ivoirien est marqué depuis plusieurs jours par des discussions autour d'un éventuel rapprochement entre le RHDP au pouvoir et le PDCI-RDA. D'un côté, le RHDP du président Alassane Ouattara continue d'afficher sa domination institutionnelle. De l'autre, le PDCI-RDA, dirigé par Tidiane Thiam, tente de restructurer l'opposition et renforcer sa stratégie pour les prochaines échéances. Mais plusieurs observateurs évoquent des passerelle discrète entre les deux formations politiques issues de la famille oufouettiste. Alors, simple spéculation politique ou véritable recomposition en préparation, on en parle juste après cet élément de Siaka Kone.
Le débat relatif à un possible rapprochement entre le PDCRDA et le RHDP alimente la scène politique nationale. Longtemps alliées avant leur rupture en 2018, les deux grandes formations politiques pourraient-elles aujourd'hui renouer le dialogue dans un contexte marqué par les enjeux de stabilité, de réconciliation et de préparation des futures échéances électorales? Entre calcul stratégique, intérêt politique et volonté affichée de préserver la paix sociale, plusieurs signaux nourrissent les spéculations. Rencontres discrètes, appels au rassemblement et déclarations conciliantes relancent l'hypothèse d'une nouvelle alliance politique. Mais sur le terrain, militants et observateurs restent divisés. Certains y voient une opportunité de consolidation de la stabilité politique et économique du pays. D'autres redoutent au contraire un brouillage idéologique et une recomposition dictée davantage par des intérêts électoraux que par une vision commune de gouvernance. Une chose est certaine, à l'approche des grands rendez-vous politiques, le paysage ivoirien demeure en pleine mutation et toute perspective de rapprochement entre le PDCRDA et le RHDP pourrait profondément rebattre les cartes du géopolitique national. Monsieur, on l'a entendu dans ce reportage de Siaka Kone, il y a un possible rapprochement entre le RHDP et le PDCRDA. Est-ce que vous croyez en justement ces spéculations autour de ce rapprochement, Letson Mathieu? Oui, non, ça on peut y croire facilement. Nous sommes en Côte d'Ivoire et le rapprochement entre les formations politiques, on en a été habitué. Et concernant particulièrement le PDCI et le RHDP, c'est la même famille, la limite c'est même père, même mère. Ils se sont séparés juste en 1994. Ils se sont retrouvés, je fais simple, en 2010. Et avant de se séparer encore, mais sans aller trop loin. Le PDCI, c'est le parti créé par Félix Faure-Boyan. Le RHDP, ce sont les enfants de Faure-Boyan qui ont créé un rassemblement des ofotistes. Et ils ont pour objectif de conserver la paix et de faire le développement. Des notions que le PDCI lui-même intègre. Je crois que ce qui les a séparés la dernière fois, c'était qu'il fallait unifier les deux formations politiques. Non, c'est juste un détail. Mais quand tu écoutes les gens du PDCI, les gens du RHDP, ils ont la même vision. C'est vraiment des partis de droite, c'est vraiment des partis qui sont axés sur la paix et le développement. Bon, maintenant, il y a les individualités, il y a les stratégies, les objectifs. Dire qu'aujourd'hui, ces deux formations vont s'asseoir pour dire, ils vont s'entendre, ça va dépendre quand même des éléments sur lesquels ils doivent s'entendre. Pour moi, il n'y aura pas un problème idéologique, ça, c'est pas possible. Pour moi, il n'y aura pas un problème de programme de société, ça, ils ont exactement les mêmes programmes. Peut-être que c'est quelques petites... des petits réglages à faire, mais ils ont le même programme, ils ont la même vision du développement de la Côte d'Ivoire. Mais il y a les individualités. Alors, Sylvain Guédé-Bailly, cette approche vous semble logique, réaliste? Logique ou réaliste, je crois que le PDCI et le RHDP sont des partis responsables, donc ils mènent leur vie selon les intérêts du moment. Je voudrais, à la suite de Bledson, dire que oui, les alliances politiques, nous y sommes désormais habitués et on ne peut pas, dans l'état actuel des choses et au regard des expériences passées, dire que un tel rapprochement n'existait pas dans la tête de certains. Ça peut être possible. Ça peut être possible. On apprend ça et là que il y a des réunions discrètes, qu'il y a des cadres qui se parlent dans le but d'arriver à un tel rapprochement. Donc, tout est possible, c'est la politique. C'est la politique. Mais bon, quand on est déjà passé par une expérience vraiment amère, il y a eu cette alliance RHDP qui a fait son chemin. Il y a eu surtout ces deux têtes fortes du RHDP, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. On a à un moment pensé que ces deux étaient indissociables, qu'ils ne se séparaient plus jamais. Et puis bon, patatras, en 2018, on a vu ce qui s'est passé. Je pense que d'un côté comme de l'autre, nous sommes en 2026. Il y en a qui sûrement ont tiré des leçons. Et il y en a qui pensent que le PDCI peut se faire seul. Il y en a qui pensent que le PDCI ne peut pas faire sans le RHDP. Ben, l'avenir va nous le dire, mais pour ma part, je pense qu'il y a quelques facteurs qui militent en faveur d'une telle alliance, c'est-à-dire notamment la logique électorale
rythmé quelquefois par cette arithmétique électorale également, c'est-à-dire la jonction des voix du PDCI, la jonction des voix du RHDP, facilite pour l'un ou l'autre l'accession au pouvoir. Voilà, l'accession au pouvoir. Voilà, donc dans cette logique, il n'y a pas de souci. Les deux peuvent se mettre ensemble. Il y a également que si on veut construire peut-être une stabilité institutionnelle sur le long terme, le PDCI et le RHDP qui se mettent ensemble peuvent garantir peut-être cette stabilité, etc. Il y a plusieurs facteurs comme ça. Mais, je le disais, il faut convoquer l'expérience politique. Est-ce qu'aujourd'hui, en l'état actuel de notre démocratie, est-ce que le PDCI, qui a aujourd'hui près de 80 ans et qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant près de 33 ans, est-ce que ce PDCI-là n'est pas à même de se faire et de conquérir le pouvoir avec ses propres forces, avec sa propre orientation, avec ses hommes? Je crois que quand on regarde ce PDCI-là, oui, il a les hommes, à commencer par son leader, qui a un carnet d'adresse international, à peu près le même profil qu'avait Alassane Ouattara. Et puis, nous sommes à un moment où le RHDP est dans une phase de succession pour son leader. Donc, il y a là un facteur favorable pour le PDCI de ne même pas chercher à se mettre ensemble avec le RHDP, mais de se faire et de puiser même au sein du RHDP pour pouvoir accéder au pouvoir. Pourquoi pas? Bien compris. Voilà. Lansine Bakayoko, est-ce que pour vous, il y a une possible alliance à faire entre le PDCI-RDA et le RHDP quand on sait qu'en 2018, il y a eu une rupture avec des blessures profondes? Vous savez, en politique, la politique, c'est l'art de rendre impossible ce qui est possible et de rendre possible ce qui est impossible. Donc, quand on a dit ça, toute alliance est possible, surtout qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des positions de dogme. Le RHDP, c'est un parti de paix, le PDCI, c'est un parti de paix, ce sont des partis libéraux, ce sont des partis qui veulent l'ouverture du jeu politique, du jeu économique, du jeu social. Et puis, c'est des gens qui ont déjà vécu ensemble, ils ont le même vécu, le même background, et ils veulent aller dans la même direction. Vous voulez dire qu'ils partagent la même vision? Ils partagent la même vision. Séparément. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est des partis de droite. Moi, je pense que le PDCI, en l'état actuel de la conjoncture politique ambiante, le PDCI n'a pas d'autre avenir que de se rapprocher du PDCI, parce que, du RHDP, d'autant que toutes les élections, toutes les compétitions politiques qui ont eu lieu ces dernières années ont vu l'influence du PDCI s'effilocher, s'amoindrir, se rétrécir. Donc je crois que le PDCI pourrait se servir du RHDP comme un tremplin, comme une échelle pour pouvoir se régénérer. Parce qu'aujourd'hui, le parti, manifestement, est essoufflé du fait des batailles politiques et puis en raison aussi du décès de leur président charismatique. Et puis, il y a tous les agrégats liés à la crise de succession du président Bédié avec la fraude qui a été constatée par l'élection du président Tidjane Thiam. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le PDCI gagnerait à consolider ce rapprochement, à le rendre réel, à le rendre factuel. Donc, à mon avis, si l'offre, il y a un député du PDCI, Mme Ziliane, qui a fait l'offre au RHDP. Je crois que ici, c'est le PDCI qui a tout à gagner à se rapprocher du RHDP. Le RHDP, à l'élevé du pouvoir, est en position dominante et hégémonique. Donc, le PDCI, aujourd'hui, c'est un parti, je ne dirais pas rabougri comme le PPACI, mais c'est un parti qui a aujourd'hui perdu une bonne partie de sa sève. Donc, pour moi, il est temps que le RHDP, le PDCI, cesse de se surestimer, parce qu'en réalité, en voulant faire cavalier seul, il se surestime, il n'a pas encore fait le meilleur diagnostic, il n'a pas encore vu son vrai profil. Son vrai profil, c'est que c'est un parti qui est en net recul et qui, à mon avis, va continuer de reculer les années à venir s'il ne fait pas une sorte d'aggiornamento pour savoir qu'il est temps, il est devenu urgent de se régénérer, de se faire une nouvelle jeunesse en se rapprochant du RHDP qui a aujourd'hui des perspectives beaucoup plus meilleures que toutes les autres formations politiques. Et puis, il ne faut pas surtout considérer que le PDCI se rallie au PPACI avec qui il ne partage rien du tout.
le PPACI, c'est un parti de belliqueux, le RHDP, le PDCI, c'est un parti de paix. Je crois que ce sont des contraires qui ne peuvent pas. Le PPACI est dans une posture de belligérance permanente. Le PPACI n'a pas vraiment de programme. Or, le PDCI a un projet, a un enracinement, a une vision d'ouverture. Et ça, je crois que le PDCI gagnerait aujourd'hui à se rapprocher davantage du RHDP pour pouvoir se refaire une nouvelle santé. Et ça, ça ne devrait pas être discutable aujourd'hui. Michel Betta, lequel des deux partis a réellement intérêt à se rapprocher de l'autre? Moi, je retiens, pour en revenir à votre question, qu'en 2010, il a fallu le report de voix du PDCI pour faire asseoir le président Alassane Ouattara dans le fauteuil présidentiel. Il avait obtenu 32, le PDCI 25 et le président Gbagbo 38. Donc, il a fallu que le PDCI s'adjoigne à lui pour qu'il atteigne 50 et plus pour prendre la présidentielle. En 2015, il a fallu encore l'appel de Daouko pour consolider son pouvoir. Donc, aujourd'hui, je crois que le RHDP, quand on regarde un peu les chiffres des dernières législatives, on voit que le RHDP est un géant au pied d'agile parce que le taux de participation nous a montré qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas participé à ces élections et ça montre que si tout le monde était parti avec tous ces champions, on aurait eu un autre résultat certainement. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le RHDP est au pouvoir, mais il a tout intérêt à avoir un allié pour espérer consolider son pouvoir. Parce que le RHDP est dans une transition de succession. C'est certain que, puisque le mandat du président Alassane Ouattara vient à expiration, son mandat est terminé en 2030, il ne sera pas candidat, le RHDP devra donner un autre candidat. Donc, quand on est parti sur ce point-là, on comprend que le RHDP a tout intérêt à consolider ses alliances, parce que tout qu'on fait, on sait que dans ce pays-là, 2 plus 1, c'est les deux qui gagnent. Donc, quel que soit où les deux. Cliché. Non, s'il te plaît, je finis et tu auras le temps de répondre. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, le RHDP ayant compris cela, on l'a vu au dernier législative avec les taux de participation, on comprend qu'il y a beaucoup qui sont restés à la maison. Et ceux-là vont participer certainement si tous les champions sont là. Pour dire que le RHDP est au pouvoir, il a tous les leviers pour faire en sorte que le PDCI, qui est un parti d'opposition, puisse accepter la négociation et puisse rentrer dans la négociation. Mais ce que le PDCI a demandé, c'était quoi? C'est quoi, jusqu'ici? Le retour sécurisé de son président. Moi, je dis, en fait, quand je regarde un peu la démarche souterraine du RHDP vis-à-vis du PDCI, je dis le RHDP est un parti un peu perfide. Parce qu'il a toutes les manœuvres. Perfide, pour dire quoi? Pour dire que s'il veut discuter avec le PDCI, quand le PDCI porte une demande, une requête comme celle de voir son président rentrer de façon sécurisée, le RHDP ayant toutes les manettes du pouvoir, c'est-à-dire le président du RHDP et le président de la République. Quand on pense que hier, ce même président-là, il était hors du pays pour des questions on a dit, il avait un mandat international qui était lancé contre lui, il était hors du pays et le pouvoir a tout fait parce qu'il voulait discuter avec lui, ils l'ont ramené au pays et ils ont pu faire toutes les discussions en 2000 pour dire que si le RHDP veut vraiment discuter de façon franche avec le PDCI, il devrait procéder de la même manière. Il devait aider le PDCI à voir son président rentrer en toute sécurité pour que cette négociation puisse se faire sans vraiment passer par des détours comme cela se voit. Parce qu'on sent que les uns et les autres se rencontrent. On entend d'autres que les uns et les autres se rencontrent. Mais est-ce qu'ils sont allés aux discussions réellement? Pourquoi? Et pourquoi ils ne sont pas allés? Parce que jusqu'ici, le PDCI n'a pas son président là. Donc moi, je pense que si le RHDP veut une alliance qui soit forte, qui soit vraiment propice et avantageuse pour les deux partis, il faut qu'il aide le PDCI à faire revenir son président. C'est bien compris. Bledson Mathieu, au-delà des calculs politiques, est-ce que finalement on ne se retrouve pas dans un schéma dans lequel les deux partis partagent la vision oufouettiste et c'est ce qu'ils veulent mettre en commun? Oui, non, c'est clair que même la dernière fois, quand ils se séparaient, ils étaient tous d'accord. La seule chose qui a fait la différence, c'était que le PDCI dit que le sigle PDCI-RDA est une création de Faure-Boigny, qui ne se voit pas en train de dilapider ou tuer cet héritage. Le RHDP dit non, quand nous on se retrouve entre nous, RHDP, et qu'on partage les mêmes idéologies qu'on reste. C'est ça qui a fait la différence. Ce n'est pas une affaire d'approche au niveau du développement, non, c'est vraiment ça. Et puis à cette époque, il y avait Bédi Abé Ouattara. Bon, aujourd'hui, tu as
Pour que les discussions avancent, il faut qu'on évite un peu les positions de bêta, pour dire que non, si le RADP veut discuter avec le PDCI, il faut qu'il donne au PDCI un retour sécurisé. Ça, c'est des vocables qui n'ont aucun sens. Le PDCI l'a demandé. Non, ils n'ont rien demandé. Ils ont demandé un retour sécurisé de leur président. Mais ça ne signifie absolument rien. Ça dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a un service qui s'occupe de la sécurisation, de rapprochement. De sécurité rapprochée des personnalités. Ça existe depuis toujours. Tu peux faire une demande là-bas. Le président Ouattara a bénéficié d'un retour sécurisé. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Thiam est parti de lui-même. Il n'est pas parti parce qu'on le poursuivait. C'est différent, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Thiam. Il est parti de lui-même. Même la convention qu'il a élu candidat du PDCI à Amsokro, il n'est pas venu. Il était parti plutôt au Rwanda pour faire une conférence. Et depuis là, il n'est pas revenu ici. Et il n'y a aucune mesure prise contre lui. Il a des avocats. Si les gens veulent se rassurer sur le rapport du procureur, s'ils veulent qu'on lui affecte des gardes, des agents de sécurité, mais il y a un service, vous vous adressez à ça. Mais la notion de retour sécurisé n'a aucun sens. Et naturellement, quand tu demandes quelque chose qui n'est pas précis, ça doit on est sur ce plateau, j'appelle à l'aide, je demande de l'aide. Personne ne peut venir en secours. Par contre, si j'expose clairement, voici le problème que j'ai, voici ce dont j'ai besoin, on peut apporter un complément. Donc ça, c'est des discours. Si on veut avancer, il faut qu'on ne les tienne pas. Maintenant, il y a aussi quelque chose que les gens ont dit, ça dit que notamment Beta, et ça, je constate ça dans l'opposition, et ça me fait un peu rigoler, c'est que le RHDP à bout, au lieu de se débrouiller ou de se fatiguer pour aller chercher des militants, on va attendre le RADP. Ouattara ne sera pas là, ils vont se battre entre eux, ne serait-ce que village par village. Ils vont se battre. Ça, c'est une éventualité qu'il ne faut pas forcément écarter, mais la probabilité est très mince parce que ce parti a montré que, quelle que soit leur division, quand l'essentiel est engagé, ils se retrouvent. À plusieurs reprises, ils l'ont montré. Donc, attendre que oui, le RHDP, bon, c'est pas la peine, ils vont se frapper entre eux, et puis nous, on va ramasser les bouts de morceaux. Ça, c'est ce qui est pour moi la probabilité la plus mince. Voilà. C'est bien compris. Sylvain Guédé-Debailly, si éventuellement il y a alliance, quelles seront, selon vous, les conditions de celle-ci? Est-ce qu'on peut spéculer sur quelque chose qui n'est pas encore bon? Mais comme dans la vie, il y a la probabilité, on va peut-être y aller. C'est justement dans celle-là qu'on est. J'aime bien Blaison Mathieu qui connaît mieux le RHDP que lui-même quand il dit qu'il y a une telle éventualité mince, telle-ci est probable. Bon, je pense que nous sommes ici en Côte d'Ivoire et il faut dire les choses telles qu'elles se passent. La question que vous me posez, je crois qu'il y a déjà une première expérience. Donc, s'il devait y avoir une nouvelle alliance, le PDCI va poser sur la table la question là où elle a été laissée quand le président Arikona Bédié et Alassane Ouattara étaient ensemble. La question principale, c'était pour le PDCI, après avoir permis à Alassane Ouattara de gagner, comme l'a rappelé tout à l'heure Michel Beta, de ramener l'ascenseur au PDCI. L'élection qui devrait suivre, ça devrait être le tour du PDCI-RDA de fournir le candidat du RHDP. C'est sur ça qu'ils se sont séparés. Donc, si le RHDP pense qu'aujourd'hui, il peut accéder à cette demande principielle du PDCI, il n'y a pas de souci, ils peuvent y aller. Mais quand on regarde aujourd'hui l'évolution politique, je crois que ça, c'est une demande que le PDCI et le RHDP ne peuvent pas accepter. De sorte que, au-delà de ce que des certitudes de mon ami Lansine Bakayoko, quant à dire que oui, le PDCI et le RHDP ont la même vision, sont des partis ou fouettistes, je m'inscris en faux d'ailleurs. Au-delà de ce qu'il dit, les cadres du RHDP qui veulent se rapprocher du PDCI le font avec un peu de perfidie, comme il a dit quand même. Disent aux gens du PDCI, oui, abandonnez votre Thiam là, venez avec nous, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais comment le PDCI pourrait abandonner son candidat à l'étranger et puis aller s'allier à RHDP simplement parce qu'on a peur d'un Thiam qui reviendrait en Côte d'Ivoire, de sorte que quand on dit offrez-lui un retour sécurisé, cela devient problématique, alors que quand il est parti, on sait ce qui s'est passé ici derrière lui. L'ancien Bakayoko vient de dire dans son développement tout à l'heure que l'élection au sein du PDCI a été maillée de fraude.
Alors, le fraudeur, quel est son sort? Qu'est-ce qu'on fait au fraudeur? Je crois que le fraudeur, quand il revient, on le poursuit pour aller en prison. Donc, il y a bien, même si cela n'est pas affirmé, même s'il n'y a pas de mandat d'arrêt contre Thiam, il y a beaucoup de soupçons qui pèsent contre lui, notamment son inscription sur la liste électorale. D'aucuns disent que c'était une inscription frauduleuse, alors que c'est l'État de Côte d'Ivoire lui-même qui a permis cette inscription. Plus tard, on barre son nom sous prétexte que c'était une inscription frauduleuse. Donc, ils devront peut-être nous dire qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement pour que cette alliance soit. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, au PDCI, il y a certains cadres qui ont quand même de la colonne vertébrale et qui militent pour que cette alliance-là ne se refasse plus parce qu'il y a quand même eu beaucoup de couleurs avalées. Aujourd'hui, quand il s'allie, c'est autour de quel leader il s'allie? Est-ce que c'est autour de Thiam? Ou bien c'est autour d'un probable futur leader du RHDP? C'est justement ça qu'il faut déterminer s'il doit avoir alliance. Or, le PDCI propose Thiam. Est-ce que le RHDP est prêt, dans la phase de l'après-Ouattara, à soutenir Thiam? Je crois qu'ils seront très peu à vouloir suivre un leader du PDCI, d'autant plus que les Aïdoumani, qui sont des tranchées du PDCI, ont même des problèmes aujourd'hui à RHDP. Voilà, que mon ami ne trouve pas. C'est-à-dire Pardon? Quand vous dites des problèmes à ah oui, mais on sait très bien, depuis la sortie d'Aïdoumani, il y a quand même quelques soubresauts au RHDP. Aujourd'hui, au RHDP, il y a des cadres qui ne se parlent plus. Ça, c'est une réalité tangible. Voilà, donc il ne faut pas... On pourrait confirmer sur ce plateau. Il ne faut pas voir aussi la belligérance d'un seul côté. Aujourd'hui, tous les partis politiques sont exposés, ils ont des cadres qui ne se parlent pas, il y a beaucoup de problèmes entre les personnes. C'est bien compris. Ce n'est pas seulement au PPAC que cela existe, ce n'est pas seulement au PDC que cela existe. C'est bien compris. Ça existe aussi au RHDP. Voilà. Donc là-bas, tout n'est pas tranquille. Votre réaction sur une éventuelle alliance et quelles seraient les conditions? Je crois que c'est une mauvaise posture de vouloir faire des fixations sur les hommes. Je crois que le PDCI, c'est une entité morale, c'est une association. Une association qu'on appelle PDCI, ce n'est pas Thiam. Thiam est membre de l'association. Et puis, dire qu'il y a un problème à Adjoumani. Adjoumani était, dans ces derniers jours, l'émissaire du chef de l'État dans la Corne de l'Afrique. Je parle que s'il n'y a pas une position de confiance entre le chef de l'État et Adjoumani, je ne pense pas qu'il aurait pu être l'envoyé spécial du président de la République dans cette partie névralgique de l'Afrique. Maintenant, je voudrais ajouter qu'il faut éviter les positions maximalistes. Les positions maximalistes, c'est quoi? C'est de dire, si le RHDP ne concède pas une alliance entre lui et le PDCI, une alternance entre lui et le PDCI dans le cadre de la gestion du pouvoir, l'alliance qui va se faire ne peut pas se faire. L'autre position maximaliste, c'est de dire qu'il faut qu'on crée les conditions du retour de Thiam. Je pense que ça, ce sont des demandes, j'ai dit maximaliste, mais il ne faut pas s'arc-bouter sur ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la gestion d'un pays, d'une nation et de la conduite. Et pour moi, le pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas être considéré comme un gâteau qu'il faut se partager à tout prix. Il faut aller chez un épicier pour découper le gâteau et puis servir chacun. Je crois que ce qui importe les Ivoiriens, c'est de voir la perspective de la Côte d'Ivoire. Qui a le meilleur profil pour donner des perspectives de la Côte d'Ivoire? En tout cas, en l'état actuel, pour ce que nous savons, et nous avons pour baromètre les élections générales qui viennent de se dérouler, où les populations ont accordé des suffrages, tous les suffrages au RHDP, c'est-à-dire qu'ils lui ont donné tous les leviers pour gérer le pays aussi bien dans la production législative que dans la présidence, dans la gouvernance elle-même. Donc je crois que les Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui, au moment où on parle, ont confiance pleinement à ceux qui gouvernent aujourd'hui, c'est-à-dire le RHDP. Donc il ne s'agit pas de venir faire une alternance pour une alternance, ça sera satisfait des individus. Or la Côte d'Ivoire va au-delà des individus. Pour moi, il devrait avoir, à mon avis, une alliance, parce que je dis l'alliance, quand on y regarde de près, ce n'est pas une alliance en faveur du RHDP. C'est une alliance de salut public pour le PDCI-RDA, parce que c'est une alliance pour sauver le PDCI-RDA, qui est aujourd'hui un parti en perdition, un parti en perte de vitesse. Donc pour moi, plutôt que de demander au RHDP de faire le pas, c'est le PDCI aujourd'hui qui devait s'époumoner à aller dans cette alliance. Et c'est pour ça que je salue déjà la vivacité, la verve de l'honorable Eliane Nzi, qui fait feu de tout bois pour pouvoir rendre effectif ce rapprochement. Là où nous en sommes, il faut que cette alliance existe parce que c'est l'alliance qui va continuer de faire exister la Côte d'Ivoire. Cette opposition en dehors du PDCI, c'est une opposition de destruction. Et cette opposition de gauche, pour moi, elle doit
être mise à l'écart complètement. Et pour qu'elle soit mise à l'écart, il faut que les vrais fils du fouet fassent des retrouvailles, parce que ce sont des partis de paix, des partis de développement, à l'opposé du PPACI, qui est un parti de destruction massive. Michel Pétard, est-ce que vous partagez l'avis de Lansine Bakayoko? Non, Lansine est dans peut-être un schéma que lui seul connaît, mais pour l'instant... Quel est votre schéma, vous? Non, pour l'instant, le PDCI a suffisamment affiché sa posture. Même s'il est prêt à négocier, parce que c'est un parti de paix, c'est un parti de dialogue. Le parti a toujours mis le dialogue au centre de ses préoccupations. Il est prêt à négocier, mais il a dit, carrément par la voix de nombreux de ses cadres, oui, négociation possible, mais alliance impossible. Parce qu'aujourd'hui, il s'agira, s'il y a lieu de discuter, que chacun garde son autonomie, au point que chacun ira à une élection présidentielle, s'il y en a. C'est pourquoi le PDCI insiste depuis toujours sur le retour de son président. Parce que quand on discute... S'il te plaît. Le pilote de l'alliance ne peut pas être le chantage. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous savez, j'aime revenir sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a eu d'abord les Ivoiriens ont mis de côté un mandat d'arrêt international contre le président Ouattara en son temps, en 2000. Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Diab? Non, je viens. Laisse-moi finir. Et après ça, ces mêmes Ivoiriens-là, il n'y avait plus de mandat d'arrêt. On a mis toutes les conditions pour qu'ils viennent participer au dialogue. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'ils viennent dialoguer. Même, je ne vais pas relater les demandes qu'ils ont faites pour le dialogue lorsqu'il y a eu le forum pour la réconciliation, les demandes que le président avait fait en son temps avant de venir. Il y avait toutes sortes de choses, les passeports, tout. C'est à quoi que le président d'alors voulait forcément discuter. Il voulait que la Côte d'Ivoire se retrouve. Donc il a mis tout ce qui était possible en son pouvoir pour que cela se fasse. Moi, je ne comprends pas. Qu'aujourd'hui, on veut donner l'impression de discuter, mais on veut exclure ceux mecs qui sont à la tête pour discuter. C'est pourquoi je parle de perfidie. Et ça, le PDCI doit se méfier. Ouais. Le PDCI doit se méfier de cette volonté affichée de son ex-allié de vouloir renouer les liens. Parce qu'en fait, visiblement, quand on voit, on veut renouer des liens pour te détruire. Parce que hier, ça a été tenté. Ça n'a pas été en 2018, quand le PDCI s'est retiré du RDP, on a vu comment la saigné, c'est pour être au de ce parti-là. Et avec l'aval du parti allié d'hier. Aujourd'hui, si le PDCI s'amuse à aller dans cette alliance-là sans garantie réelle, il va voir que le PDCI la saignée sera encore plus grave et le PDCI risque même de se voir amputé totalement de son étiquette. C'est bien compris. On en arrive avec vos mots sur notre deuxième sujet qui nous dit que le président Bassirou Diomaye Faye a signé un décret pour mettre fin aux fonctions du Premier ministre ainsi que celles de son gouvernement. Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions au sommet de l'État sénégalais sur fond de désaccords économiques, ambitions politiques et divergences stratégiques. On en parle juste après cet élément que nous propose Siaka Kone. Le président de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye a limogé son premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État sénégalais met fin à une alliance politique qui avait pourtant incarné l'espoir du changement pour une grande partie de la jeunesse sénégalaise. Après plusieurs mois de divergences stratégiques, désaccords économiques et rivalités de leadership au sommet de l'État, le Sénégal vit une rupture aux conséquences politiques majeures dans un contexte marqué par les défis économiques et les attentes pressantes des populations. Figure populaire, Ousmane Sonko laisse derrière lui un paysage politique sous tension. Son limogeage ouvre désormais une période d'incertitude au Sénégal où beaucoup d'interrogations sur l'avenir du pouvoir, la stabilité des institutions et l'impact de cette crise en Ouest africaine. Au Sénégal, le président vient de démettre de ses fonctions le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que son gouvernement par décret présidentiel annoncé par le porte-parole du gouvernement. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que vous avez des mots pour expliquer justement cette rupture finalement entre Diakai Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Oh, vous savez, si ce n'était pas des hommes, voilà, on pouvait le dire comme ça, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont beau être des alliés, ils ont beau être des frères, mais comme l'épreuve du pouvoir le fauteuil présidentiel n'est pas un banc présidentiel, ce genre de choses ne pouvaient pas être évitées. Et nous avons tous suivi l'ascension de Diomaye Faye
son arrivée au pouvoir, il a bénéficié d'un coup de pouce de celui qui était le plus populaire. Je parle de Sonko. Alors, depuis qu'ils sont là, Sonko, quand on le voit dans sa prestance, ben, il se prend comme le président. Et l'autre était pour lui comme un faire-valoir. Et donc, il y a eu cette rivalité. Ben, ce qui est malheureux, c'est que cela commence très vite, à un peu près de 4 ans d'une future élection présidentielle. Je ne sais pas pourquoi c'est allé si vite, mais je crois que c'est bien dommage. C'est bien dommage pour les alliances politiques en Afrique. Mais pour eux, ce n'est pas une alliance politique, c'est les deux cadres du même parti qui arrivent à une telle bataille. Et puis bon, là où on arrive, la seule leçon qu'on peut tirer, c'est de dire que, quand on fait un parallèle avec la Côte d'Ivoire, de dire qu'ici, on avait prôné pour les leaders de l'opposition, au moment où ils étaient empêchés par les textes de leur pays, de désigner d'autres cadres pour pouvoir les présenter. Eh bien, aujourd'hui, on a la leçon sénégalaise. Il dit que ce genre de solution ne résiste pas forcément au temps. Et donc, finalement, il faut que les leaders, qui sont les leaders là, il faut qu'ils se battent pour pouvoir arriver au pouvoir, puisque la finalité de leur combat, c'est d'arriver au pouvoir. Et la rupture qui est arrivée, je crois qu'elle laisse aujourd'hui un chemin, sinon un boulevard à Ousmane Sonko pour pouvoir faire son propre chemin, parce que ça ne sera pas facile, hein, mais il devra profiter. Blattane Mathieu, est-ce une affirmation d'autorité présidentielle ou une tentative de neutralisation politique de la part de Diomaye Faye? Bon, c'est les deux. Hein. Moi, j'ai peut-être une petite chance d'être arrivé de Dakar il y a seulement 3 jours. Et quand j'y étais, l'essentiel de mes échanges, que ce soit avec le petit personnel, ou que ce soit aussi avec les députés, parce que je suis allé à une assemblée régionale des députés francophones, c'était cette affaire-là. Est-ce que c'est du solide? Est-ce que le Dieu va tenir pendant longtemps? Mais pratiquement tout le monde était unanime que ça ne durerait pas, sauf qu'on n'a pas prévu que vraiment 2 jours après les échanges. Ça ne durerait pas parce qu'il y a même un député passé qui me l'a dit. Eux, ils ont besoin de sortir de ce schéma pour se refaire une santé et venir reconquérir le pouvoir. D'abord parce qu'ils sont au pouvoir, il n'y a pas de résultat. Et ils pensent qu'ils n'ont pas de résultat parce que Diomaye Faye ne veut pas appliquer intégralement le programme. Donc s'ils restent là-dedans, scotchés, dans 5 ans, les Sénégalais vont les chasser. Donc eux, ils veulent sortir. Ça, c'est vraiment un député pur sonkoïste à l'intérieur du PASTEF. Mais je pense, à mon avis, que ces deux personnalités-là n'ont pas mis en avant l'intérêt du Sénégal. Même lorsque Sonko qui parle, il dit ce qui compte, c'est l'intérêt du Sénégal. Aujourd'hui, tu as un président de la République qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale parce que, en l'état actuel, jusqu'à ce soir, la totalité des députés PASTEF sont pro Sonko. Donc, le président de la République va se retrouver dans l'opposition. Et comment le pays va évoluer, un pays qui n'a pas été habitué à fonctionner avec un président ou avec... minoritaire à l'Assemblée nationale? Oui, oui. Mais donc, comment le pays va évoluer? Et puis, bon, depuis pratiquement 5 ans, tout en berne au Sénégal, hein, ça, j'ai visité Dakar, on m'a fait visiter à Dakar, beaucoup de choses sont aux arrêts. Parce que Macky Sall a laissé le pays à un certain niveau. Et eux, c'est vrai qu'ils ont gagné avec 54%, mais... selon ce qu'on m'a expliqué, parce que quand tu es sur le terrain, il faut discuter avec les gens, c'est moins le PASTEF dans son entièreté qui a gagné les 54% que parce qu'au Sénégal, il y a des anti-troisième mandat point barre. Et ceux-là se sont plus retrouvés à voter contre le candidat et donc contre Macky Sall qu'il voyait, et puis donc contre son candidat que PASTEF passait pur sang. Bon, dans un cas comme dans l'autre, ils n'ont pas privilégié, à mon avis, l'intérêt du pays parce que ce sont des égos personnels. Et pouvoir tout le monde s'entend, c'est des gens qui ont fait un parcours énorme ensemble. Pour des petits détails, parce que lui, là, il a trop parlé, il ne devrait pas parler, c'est moi le président, il faut que je montre que je suis président. Et on a aussi l'impression que Sonko a désigné Diomaye Faye, bon, sans trop réfléchir, en disant, est-ce qu'il a pensé que
Diomaye Faye pouvait être élu, et s'il est élu, quelle sera leur relation? Parce que jusque-là, dans l'opposition, il est le numéro 1. Diomaye Faye est son adjoint, son secrétaire général, celui qui se met à sa disposition. Quand tu décides que celui-là soit ton patron, est-ce que tu t'es mis cela dans la tête? On n'a pas eu l'impression au Sénégal. Alors, Michel Betta, est-ce que finalement, ce n'est pas un risque politique pour Diomaye Faye que de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko? Oui, un risque à prendre. Puisque, bon, comme le disait quelqu'un, un Premier ministre, ça se tait, hein, ou ça démissionne. Voilà. Encore que lui, il était le premier des premiers ministres. Il était Premier ministre. Un ministre, ça se tait ou ça démissionne. Lui, il était le Premier ministre. Donc, il devait encore plus se taire. Et vous avez vu, 3 jours avant son discours à l'Assemblée, devant les députés, où il dit qu'il n'est pas d'accord avec le président. Et il pense que le président va se ressaisir. Non, il est allé un peu trop loin. Il est allé trop loin. Et moi, si Diomaye ne l'avait pas limogé, je craignais fort que Diomaye puisse s'imposer. Vous voyez, souvent, on fait ce parallèle-là avec la Russie pour dire, en Russie, il y a eu un président, après l'autre est revenu. Mais quand l'autre s'est retiré, il s'est retiré. Il ne parlait plus dans les affaires de gouvernance au quotidien. Et ça, il faut apprendre cela. Parce que quand tu veux, le fauteuil, comme l'a dit mon co-débatteur Debaye, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Donc, il faut le laisser diriger. Et là, il faut apprendre à te taire. Le temps que tu sors de son gouvernement et tu juges de sa gouvernance, mais tu ne peux pas être au sein de son gouvernement. Et dénoncer ses actions comme si tu étais un opposant à sa gouvernance. Vraiment, c'était aller trop loin. Sonko est allé un peu trop loin et Diomaye ne pouvait pas le pardonner. Pour moi, aujourd'hui, il a encore 4 ans. Et il lui appartient de savoir renouer les alliances qu'il faut pour avancer. Parce que quoi qu'on dise, c'est de diriger un pays. Diriger un pays, ça impose de prendre des décisions souvent courageuses et souvent qui ne sont pas faites pour faire plaisir à certaines personnes. Ce problème qui s'est posé avec Diomaye et puis Sonko, dans l'histoire du Sénégal, je pense que l'autre a raconté ça dans son œuvre, Abdou Diouf, l'hyper-présidentialiste au Sénégal, c'est venu de cette division-là en Dia et Senghor. Donc Senghor, après cela, ils ont renforcé les pouvoirs du président. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer ou bien ils vont dissoudre l'Assemblée pour espérer renforcer les pouvoirs du président avec une nouvelle Assemblée nationale. Mais je pense que l'avenir politique du Sénégal sera vraiment mouvementé ces temps-ci-là parce que Diomaye doit prendre tous les pouvoirs pour pouvoir bien diriger. Alors, Lansine Bakayoko, est-ce que finalement, comme le disait Michel Betta, cette décision va fragiliser l'avenir politique du Sénégal, qui est pris en exemple dans toute la sous-région en tant que pays très démocratique? De toute façon, je fais partie, Bletton peut témoigner depuis le début que cet échafaudage institutionnel n'allait pas prospérer. Parce qu'on ne peut pas, ce n'était pas de la précipitation, c'était simplement une question de logique. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Alors, quelqu'un ne peut pas être Premier ministre et se considérer comme le président de la République ou poser des actes de président de la République. Je crois que Sonko doit assumer l'entière responsabilité de cette fracture entre les 2 personnalités. Parce que Betta l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas être Premier ministre. Le Premier ministre est dans le sillage du président de la République. Vous ne pouvez pas vouloir foutre des parties de l'orientation du président de la République et puis prétendre rester à votre poste. Bon, il m'a semblé à un moment donné que c'était une rupture voulue, manigancée même par Sonko pour se martyriser, se poser en victime, de telle sorte à garder toujours sa légitimité. Parce qu'aujourd'hui, lui, il voit bien qu'il est le Premier ministre et que sa politique qu'il est en train d'implémenter ne fonctionne pas. Donc, cet échec-là, il cherche clairement un bouc émissaire. Et le bouc émissaire tout trouvé, c'est Diomaye Faye. C'est de dire, oui, moi j'avais de la vision, mais c'est Diomaye Faye qui est un frein à la mise en œuvre de cette politique de reformatage du Sénégal. Et donc, parce que finalement, ce n'est pas un fait. Quand on se rend compte qu'à l'Assemblée nationale, le PASTEF est majoritaire et suit la volonté politique de Sonko, qui est portée par le parti, le PASTEF, et que Diomaye Faye rame à compte courant. Est-ce que ce n'est pas un fait ce que vous êtes en train de dire? Non. Vous savez, Diomaye Faye n'est pas quelqu'un qui a été parachuté. C'est pas quelqu'un, il est un membre du PASTEF, il était vice-président du PASTEF, il est membre fondateur du PASTEF. Donc il ne faut pas considérer que... semble pas... Oui, mais chacun peut avoir son charisme, c'est vrai. On peut considérer que Ousmane Sonko a un charisme davantage que Diomaye Faye, mais
voit clairement que Diomaye Faye, tous ceux qui sont dans un parti peuvent prétendre être aux premières responsabilités. C'est pour ça, sans un peu de digression, c'est pour ça que nous avons considéré que ceux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas avoir de plan B étaient dans une posture de patrimonialisation du parti. Parce que si vous refusez qu'il y ait un plan B, en l'occurrence ici, Diomaye Faye, c'est comme si vous êtes en train d'expliquer que le parti vous appartient à vous et que c'est vous qui distribuez les rôles. Or, le parti appartient à chacun des militants. Donc, chaque militant peut potentiellement demander à être au devant. Seulement, dans un parti politique, comme la volonté c'est d'arriver au pouvoir, on prend celui qui est le mieux placé et qui a du potentiel qui peut permettre au parti d'accéder au pouvoir. En réalité, c'est le parti qui accède au pouvoir. Donc, dans le cas d'espèce, Diomaye Faye est victime d'un chantage permanent du côté orchestré par Ousmane Sonko, qui pense que c'est lui qui a la légitimité. Vous avez vu qu'il intervenait même dans les champs qui sont exclusifs au président de la République, notamment la défense, la diplomatie. Il ramène toujours à contre-courant. Betta l'a dit les 2 jours auparavant, mais c'était un discours qui ne pouvait pas, il ne pouvait pas fléchir, on ne pouvait pas laisser passer cela. Donc je crois qu'aujourd'hui, il veut se faire, Ousmane Sonko, il veut se faire une nouvelle virginité devant l'échec de cette politique. Mais moi je conclus que c'est pour ça qu'il faut faire attention aux populistes. Les populistes ont l'art de vendre du rêve, de monter les populations contre les élites politiques et économiques pour pouvoir parvenir au pouvoir, mais à la pratique, à la manœuvre, dans le feu de l'action, finalement, on voit qu'ils sont complètement émasculés, ankylosés. Et c'est ça aujourd'hui. Ils ont vendu du rêve aux Sénégalais. À l'épreuve, ils ont la truelle en main. Ils n'arrivent pas à monter les murs, à poser une seule brique. Et aujourd'hui, ils pataugent. Ils mettent le Sénégal dans une sorte d'impasse politique qui va forcément non seulement altérer l'image du Sénégal, mais faire reculer le Sénégal au point de vue économique. Blaise l'a dit, il vient de Dakar. C'est vrai, le Sénégal aujourd'hui n'a pas la splendeur qu'il avait sous Macky Sall, au point de vue économique, au point de vue politique et même au point de vue diplomatique, au point de vue social. Vous avez vu. Et je crois que ces 2 personnalités aujourd'hui qui incarnaient un Sénégal retrouvé aujourd'hui, malheureusement, font aujourd'hui que nous sommes face à un Sénégal complètement déchiré. On avait certains qui étaient en train de faire des hurrahs en faveur de Diomaye, il y en avait d'autres pour Ousmane Sonko. Donc c'est un pays aujourd'hui qui est complètement méconnaissable, mais ça, Ousmane Sonko doit en porter l'entière responsabilité. D'accord. Sylvain Guédé-Debailly, est-ce que le parti, le PASTEF aujourd'hui, peut survivre à une guerre entre ces deux têtes de parti, Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Oui, survivre. Oui, mais ici, le PASTEF est le parti au pouvoir. Et donc, ce qu'il doit faire... C'est le parti au pouvoir en désaccord avec son président de la République. Avec son président. Malheureusement. Voilà, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il a la responsabilité de conduire les affaires du pays. Et donc, il faut absolument trouver une solution au-delà des divergences actuelles. Voilà, ce sera ça sa responsabilité. Sinon, si cette division entre 2 personnes devait amener tout le Sénégal à sombrer, je crois que le programme sur lequel ils avaient été élus, ou alors toutes les promesses de campagne faites par ces 2 personnalités, ce serait vraiment des choses vaines. Donc, moi, je crois qu'il faut compter sur la responsabilité de ces 2 hommes. Pour le moment, le président a la possibilité de nommer un nouveau Premier ministre, donc on va attendre. Mais ce qui se vit au Sénégal, il y a des références dans l'histoire. Et là, comme il le dit, depuis le début, c'était inévitable. Le premier, là où ça se rapporte, c'était dans la Rome antique, le triumvirat entre 3 personnalités qui s'étaient alliées pour pouvoir contrôler le Sénat et le pouvoir. Il se trouve que la 3e personne meurt, et puis bon, les 2 autres qui sont là n'arrivent pas à contrôler le pouvoir, et puis ils en viennent à la guerre. C'était Jules César et Pompée dans la Rome antique. Donc c'est des faits qui sont déjà arrivés. Très souvent, quand on s'allie de cette façon, rien que pour la conquête du pouvoir et non pour un objectif, c'est ce qui arrive. Et ce qui est arrivé au Sénégal devait arriver. D'accord. Bletson Mathieu, est-ce que Ousmane Sonko peut-il revenir encore plus fort après ce limogeage? Oui, en l'état actuel, oui. En l'état actuel, j'ai échangé avec beaucoup de députés PASTEF, mais hier même, lorsqu'on l'a renvoyé, c'est toute une population qui s'est retrouvée chez lui à la maison. Il a une cote de popularité énorme. Mais en même temps aussi, son combat avec Macky Sall a créé des anti-Sonko aussi.
qui ne sont pas très prêts à le suivre dans cette affaire. Donc, il va falloir attendre d'abord jusqu'au congrès c'est dans une semaine. Le PASTEF a convoqué un congrès. Le 6 juin. Le 6 juin, exactement. Et donc, c'est dans une dizaine de jours, au cours duquel, forcément, ils vont exclure, peut-être, probablement, je ne dis pas forcément, probablement le président, au cours duquel ils vont désigner Sonko comme leur candidat. Bon, maintenant, il va falloir attendre aussi. Un candidat qui a très peu de chance parce qu'il a un casier judiciaire. Ah, il en a un et probablement, si j'en tiens à ce que moi j'ai appris à Dakar, il risque d'en avoir un deuxième. Parce que c'est lui-même qui a commencé à lancer une opération contre les homosexuels et 2 de ses proches ont été arrêtés. Je pense même que c'est aussi pour ça qu'à l'Assemblée nationale, il a évité de sortir le mot. Donc il risque d'en avoir une deuxième. D'accord. Michel Betta? Oui, ce à quoi on doit s'attendre. Moi, je pense qu'à l'exercice du pouvoir, les réalités économiques ont dû surgir face à Diomaye. Parce qu'on connaît le budget du Sénégal, ils sont à 7 000 milliards, un tiers est destiné à la dette. Donc il faut payer les créanciers, il faut gagner leur confiance. Et ça ne se fait pas en faisant les manœuvres aussi drastiques que Sonko avait prévues. Donc je veux dire que quand lui arrive maintenant à la gestion quotidienne du pouvoir, il se rend compte que ce programme aussi ambitieux soit-il, il doit mettre du temps, il doit mettre du bémol dans sa démarche. Et ça, ce n'est pas du goût de certains comme en Sonko. Moi, je dis, j'ai assisté à quelque chose qui m'a un peu désolé avec ce qui s'est passé au Sénégal. On démissionne le Premier ministre et je vois des directeurs généraux qui démissionnent. Je dis, mais ça rime à quoi? Vous êtes venu servir le Sénégal, mais vous êtes venu servir un homme. Ce n'est pas des choses... Je dis que le jeu politique, c'est un jeu d'alliance. Hein? Ce n'est pas pour toute l'administration. Il faut... Ils sentent peut-être leur limogeage ou... Non, on ne l'a pas limogé. On ne les a pas limogés. Eux-mêmes ont décidé de partir. Ils ont... Ils sont politiques. Non, la conviction, ce n'est pas là. Non, tu sais, en fait, il faut qu'on prenne au moins de la hauteur. On est en train de servir notre pays. Quand on est nommé, on est en train de servir notre pays. Mais on démissionne en cascade parce qu'ils ont démissionné un Premier ministre. Moi, je pense que pour l'instant, c'est le président qui démissionne son Premier ministre et puis un Premier ministre. On peut le démissionner à tout moment. Donc, ce n'est même pas ton poste de directeur du musée. L'institution. Du musée. Donc, il faut rester à travers. Bref, vous dites que c'est pour nous interpeller tous en Afrique. Il faut qu'on comprenne qu'au-delà des chapelles politiques ou bien des idéologies politiques, il y a le service de l'État. Et le service de l'État doit rester au-dessus de nos divergences politiques, de nos chapelles politiques. Donc il faut que ces gens-là aussi l'apprennent. Hein. Ce n'est pas toujours bon, on chasse un peu et puis vous démissionnez. Bon, moi je ne vois pas l'intérêt. Bakayoko, ce limogeage, quelles conséquences pour le PASTEF et pour le Sénégal? Non, il est évident que le PASTEF ne va pas s'en sortir sans éclat. Ça, c'est évident parce que, pour le moment, la clameur publique dit que, sans doute, il y a un fondement légitime, que beaucoup de cadres, tous se reconnaissent dans le PASTEF. Mais la réalité du pouvoir est là. C'est évident qu'il y a des gens qui, face à la réalité du pouvoir, ne vont pas quitter derrière Diomaye Faye qui, lui, pour le moment, a le décret en main. Et donc, même si j'aime Ousmane Sonko, il se trouve que pour des raisons pragmatiques, des raisons d'existence même, on va être obligé de rester avec Diomaye Faye. Et puis, vous savez, nous sommes c'est un gouvernement, c'est un pays. Ça veut dire que la gestion administrative va au-delà des contingences partisanes. C'est-à-dire que si quelqu'un est nommé, Betta l'a dit, à un poste administratif, je ne vois pas comment il devrait, pour des raisons partisanes, démissionner. Mais je pense que ça, ce sont des réactions épidermiques des personnes, des réactionnaires qui ont voulu montrer leur fidélité à Ousmane Sonko. Mais je ne pense pas, je ne vois pas, je n'ai pas une vraie lisibilité de l'avenir politique immédiat de Ousmane Sonko parce que, Blesson l'a dit, il a beaucoup de dossiers judiciaires qui pendent à son nez et qui vont être... Clairement, on le voit, vont être réactivés. Et puis, n'oublions pas que les vrais leviers du pouvoir, pour le moment, sont dans les mains de Diomaye Faye. Et puis, je crois que Diomaye Faye, aujourd'hui, pas qu'il va être martyrisé, mais ça va quand même lui permettre, ça va lui donner un peu plus d'autorité, parce qu'on l'a toujours considéré comme un président potiche, fantoche qui est là, qui suit les désidératas de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko lui-même en avait donné l'air, mais aujourd'hui, je crois que Diomaye Faye est en train de se réhabiliter aux yeux de ceux qui
beaucoup de Sénégalais également. Ça veut dire qu'il a décidé de s'affirmer, d'assumer son rôle, d'assumer son poste de président de la République. Donc pour moi, l'avenir du Sénégal, c'est vrai, n'aura pas un rayonnement comme on aurait dû espérer. Mais je pense que c'est une épreuve que le Sénégal doit pouvoir dépasser. Et donc j'ajouterai en définitive que ce type d'échafaudage n'a jamais fonctionné en tant que tel. Au Cameroun, je disais, Amadou Ahidjo et Paul Biya, et généralement c'est juste 2 ans. Paul Biya, Amadou Ahidjo démissionne en 82, mais en 84 déjà, il y a la scission. Il y a la scission, Amadou Ahidjo meurt en exil. Et puis, beaucoup de cas comme ça se sont passés. Quand John Rawlings fait son coup d'État en 1979, et bien sûr que ceux qu'il avait mis, qu'on peut considérer comme ses poulains, mais lui-même est obligé de revenir en 1981 pour venir reprendre encore les rênes, encore par un coup d'État. Et les raisons sont multiples, les exemples. Au Burkina, Thomas Sankara. Donc, c'est multiples les exemples. On peut les multiplier. Donc, pour moi, là où nous en sommes, l'image du Sénégal est fortement écornée, mais le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est un pays, heureusement, qui a une armée très républicaine, qui ne veut pas se mêler des problèmes politiques, mais s'il y a un blocage de nature à remettre en cause l'existence même du Sénégal, il est évident qu'il peut y avoir une irruption des hommes au Godas. Et puis, il faut que le Sénégal fasse attention parce que c'est vrai qu'il y a une autre crise qui est en sommeil, la crise des irrédentistes du MRDC en Casamance qui est en sommeil, mais ça peut ressurgir. Ça peut ressurgir parce que ce sont des troupes qui sont en sommeil. Badiane est toujours là. Salif Sadio et Badiane sont toujours actifs. Ils sont dans la bouche de Guinée-Bissau. Ils peuvent toujours ressurgir si la situation politique n'est pas maîtrisée à Dakar. Donc, n'est pas clair, n'est pas clarifié, n'est pas limpide s'il n'y a pas une homogénéité au niveau de la gouvernance pour pouvoir faire face à tous ces défis sécuritaires. Donc pour moi, aujourd'hui, le Sénégal est dans une impasse et à la croisée des chemins et il va falloir un sursaut d'orgueil, un sursaut patriotique et j'ai foi au peuple sénégalais pour pouvoir démêler les chevaux. Merci infiniment Lansana Bakayoko, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment à vous, chers invités. Merci à Bledson Mathieu, à Sylvain Guédé-Debaï, Lansana Bakayoko et Michel Betta. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous rejoindre chaque dimanche pour participer à ce débat dimanche prochain. Dieu voulant, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.